Bonjour à tous et joyeuses fêtes de fin d'année. Pour cette 6e édition du Let's Play annuel, et oui déjà, je vous présente Medieval 2. Medieval 2 est bien évidemment donc la suite de Medieval, le jeu que j'avais traité lors de mon tout premier Let's Play annuel. Je vous en dirai plus sur le jeu dès que nous serons au menu. Pour l'instant, je vous laisse profiter des cinématiques de début. Le problème avec ces graphismes, c'est que des monstres vont apparaître, mais les personnages normaux sont déjà monstrueux. Je ne vous choque pas en disant que c'est les méchants? Medieval 2 est un jeu somme toute très similaire au premier, et en particulier en termes de gameplay. Sachant que j'improvise ces vidéos, je ne penserai pas forcément à rappeler des éléments de gameplay qui sont les mêmes que ceux du premier jeu, donc n'hésitez pas à aller voir mon let's play du premier jeu qui lui par contre explique tout. Medieval 2 est plus court que le premier Medieval. Il comporte 10 calices, donc grosso modo 10 niveaux, parfois en deux parties, tandis que le premier jeu contenait 20 calices, c'est-à-dire grosso modo 20 niveaux, plus celui de la crypte, plus celui du repère de Zarok, et dont un niveau qui était complètement facultatif. En tout cas, c'était plus long. En revanche, Medieval 2 est plus difficile. Il y a plus de chances de mourir, c'est-à-dire complètement d'avoir un game over, même quand on est comme moi relativement habitué au jeu. Ça tient à un certain nombre de paramètres, en particulier le fait que les sauts sont parfois difficiles et qu'un saut raté, c'est une vie en moins, pour peu que la distance chutée soit suffisamment importante. En termes de scénario, Medieval 2 est plus ambitieux que le premier Medieval, mais la prémisse du scénario est à peu près la même. Quelqu'un ressuscite les morts avec une formule trouvée dans le grimoire de Zarok. Une première chose que vous avez peut-être remarqué, c'est que le héros, Sir Daniel Fortesque, a suivi un petit lifting, son crâne est plus gros, comme s'ils avaient cherché à le faire paraître légèrement plus réaliste. Je suis pas fan de ce changement, personnellement je préférais quand Fortesque avait un crâne résolument cartoonesque et très aplati, ce qui lui donnait l'air encore plus burtonien et amusant, mais je pense que ce changement est aussi dû au fait que le crâne lui-même va servir de façon un peu autonome, et qu'avoir un crâne tout petit pour ça, c'était pas forcément très approprié. Nous débutons, comme vous vous en doutez, dans le musée où Sir Daniel Fortesque était exposé dans la cinématique de début. Première déception, le réveil de Sir Dan ne fait pas l'objet d'une cinématique, seulement d'une séquence comme ça, réalisée avec le moteur du jeu. Sir
Daniel Fortesque, de retour d'outre-tombe. Le héros de Galomère n'était qu'une relique poussiéreuse au fond d'un musée. Les temps ont bien changé. C'est un nouveau monde, mais il connaît les mêmes tracas. Il faudra trouver une arme et se préparer au combat. Et si vous apercevez mon spectre, placez-vous dans la lumière et appuyez sur la touche Action pour m'invoquer. Comme vous pouvez le constater, le ton est résolument plus cartoon que dans le premier. Donc nous commençons dans un musée où Sir Daniel Fortesque est exposé et nous récupérons ses armes dans les vitrines. Là, je suis en train de casser la vitrine pour récupérer. Voilà, d'abord l'épée. Les contrôles sont les mêmes, X pour l'attaque rapide, carré pour l'attaque lente, rond pour sauter, et le reste vous verrez. Vous voyez ces mains au sol, il y en avait déjà dans le 1, ici elles serviront, mais plus tard. Daniel apprendra à retirer sa tête pour les placer sur quelque chose, et ce quelque chose peut être des mains, vous verrez bien. Donc le fantôme que nous avons vu s'appelle Winston. Winston Chapel Mount, ce qui est un jeu de mots sur Winston Churchill. Il remplace les gargouilles, grosso modo. Il remplace les gargouilles et l'essentiel des livres. Il y a quand même des livres, il n'y a pas de gargouilles. Personnellement, je regrette ce changement. Enfin bon, il faut bien changer des choses pour le 2, et puis on se doute que les gargouilles dans Londres à l'époque victorienne, on n'a pas trop su d'où ça sortait. Donc là, je viens de tuer quelques zombies. Vous avez constaté que, par contre, l'animation des zombies a été améliorée. Cette fois-ci, avant de mourir, ils perdent progressivement leurs membres puis leur tête. Il n'y a plus de runes dans ce jeu. À la place, il y a des clés. On ouvre des portes et non plus des grilles avec des mains qui attendent qu'on leur mette des runes dedans. Ces armures, qui font aussi partie des premiers ennemis du jeu, même si elles sont assez imposantes, me font un peu penser aux démons vitrail du 1 à cause de leur couleur chatoyante. Leurs coups d'épée large font des dégâts, mais ils sont relativement lents, donc en leur courant entre les jambes, on arrive à peu près à nos fins. À peu près. Comme vous le voyez en haut à droite, il y a toujours un calice. Il y a toujours des potions d'énergie. Les potions d'énergie sont de nouveau là si on refait les mêmes niveaux. En revanche, les fontaines de vie, vous en verrez une plus tard, ne repoussent pas. En ce qui me concerne, c'est pas très grave, je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, Winston. Tu disposes de 2 emplacements d'armes. Choisis ton arme, puis utilise les touches directionnelles pour l'associer à un emplacement. Une fois tes 2 armes sélectionnées, la combinaison des touches L1 et carré te permet de les permuter sans avoir à revenir dans l'inventaire. Cela devrait grandement t'aider. Oui, le gameplay est beaucoup plus incorporé au dialogue dans ce jeu-là que dans le précédent. Alors, vous voyez, l'inventaire, c'est un peu pareil que dans le premier, si ce n'est que cette fois-ci, on voit l'ombre des armes qu'on aura plus tard. Les armes de mêlée et les armes à distance. La différence majeure, c'est que dans ce jeu-ci, à la différence du précédent, il y a des armes à feu. Vous voyez, je peux alterner les armes avec les fameuses combinaisons de touches qu'il m'a données. Voilà, je peux bouger la caméra de cette façon-là. Et on va changer d'écran. Bon, le niveau du musée est un niveau didacticiel. Il est largement plus hardcore que le niveau de la crypte du premier jeu où il n'y avait aucun ennemi. Mais c'est quand même un niveau didacticiel. Tout va bien, Dan. Laisse-moi te rappeler quelques règles de l'art du combat. Appuie sur la touche triangle pour esquiver. En courant, appuie sur la touche triangle pour effectuer une charge. Saute en même temps pour faire un super saut. Vas-y, essaie. Oui, nous disposons de la supercharge dès le début du jeu cette fois-ci. On n'a pas besoin de la récupérer. Ce qui est assez curieux parce que, mis à part cette supercharge... Ah merde. Excusez-moi. Je dois m'habituer à cette nouvelle manette. Mis à part cette supercharge, disais-je, Daniel a tout perdu du premier jeu. C'est bien que je me rende compte maintenant que j'ai des problèmes avec les contrôles sur cette manette, parce que sinon je m'en serais rendu compte dans les niveaux où c'est autrement plus compliqué. Mais de façon générale, quelle que soit la manette, je trouve que ce jeu répond relativement mal. En fait, on n'a jamais besoin d'utiliser le super saut. Là, je viens d'ouvrir la porte avec la clé que j'avais trouvée, mais par ici, il y a le bouclier en cuivre. Comme je vous le disais, c'est très similaire au premier jeu. Si tu t'armes d'un bouclier, la touche triangle te permet de parer un coup. Associe une charge lorsque les choses se gâtent. Ton bouclier s'usera rapidement, alors utilise-le à bon escient si tu veux le conserver longtemps. Oui, j'en conviens, Winston est assez énervant et non, on s'y habitue pas. Autre différence, donc, vous allez voir. Tu peux escalader ces murs,
et ainsi découvrir de nouvelles zones. Voilà, ce mécanisme d'escalade n'existait pas dans le 1, et tant mieux parce qu'il bug. Pour peu que le CD soit légèrement endommagé, cette mécanique ne fonctionne plus du tout, parce qu'elle elle mobilise, je pense, un certain nombre d'éléments de calcul, de prédiction, de la position du personnage et tout ça, qui sont assez difficiles à gérer pour le jeu. Pendant que je parlais, le dinosaure qu'on a vu dans la cinématique, qui ressemble à une sorte de proto-cératops géant, est apparu et vient d'appeler ses copains qui sont des... on dirait des sortes de vautours. Ah, qui crachent du feu. Mais ce sont des sortes de vautours. Alors, un des mystères de ce jeu, c'est que selon la manette qu'on utilise, on est plus ou moins précis. Et je me demande si en fait c'est une question de manette ou si c'est une question de d'intégrité de la copie du jeu. Voilà, toujours est-il que ces poulets squelettes crachent du feu. Ils sont plus dangereux qu'ils en ont l'air. Comme je le disais, dans un sens, on peut dire que le musée est le niveau le plus difficile parce qu'on n'a qu'une seule barre de vie. Après, on aura des flacons de vie. Le premier flacon de vie qu'on trouvera, je rappelle que les flacons de vie, en gros, c'est les vies, puisque quand on perd toute sa vie de sa barre de vie, en fait, on consomme un flacon. Donc le premier flacon de vie qu'on trouvera, ce sera une récompense pour avoir battu le boss, qui sera donc ce dinosaure. Alors, nous ne sommes pas les seuls à avoir des armes à feu. Certains ennemis en ont, c'est le cas par exemple de ceux-ci. Vous me direz, c'était le cas aussi dans le 1, avec les gardes de Zarok, qui avaient une sorte de tromblon également. Alors, ceux-ci font plus mal. Et ceux-ci s'en servent également pour frapper en mêlée. Ils ont beau avoir perdu... Ils ont beau avoir perdu leurs jambes, ils restent redoutables. Je les aime vraiment pas. J'ai pas vu si c'était moi qui l'avais tué ou si c'était son copain. Auquel cas ça veut dire qu'ils peuvent se tuer entre eux, ce dont je n'avais pas conscience. De toute façon, ces ennemis-là n'existent que dans ce niveau. C'est le cas... Non, c'est le cas uniquement de ces ennemis-là, des oiseaux et... Ce charmant petit escroc est le receleur. Il te fournira à peu près tout ce dont tu as besoin à vil prix. Appuie sur la touche action pour sélectionner ce qu'il te faut. Bon, on verra ça, mais d'abord je continue de vous expliquer. Les ennemis exclusifs à ce niveau sont donc ces oiseaux. Les conquistadors avec leurs tromblons là. Et les zombies et les armures avec les grandes épées, on en trouve dans d'autres niveaux. Mais les armures avec les grandes épées, il me semble que mis à part ce niveau, on n'en trouve que dans un niveau beaucoup plus tardif qui est celui des vampires. Et il en existe une deuxième version de ces armures avec une grande épée, une version avec un bouclier. On trouve également dans le musée, mais dans un autre niveau dans le musée. Car ce jeu, en plus d'être plus court que le premier, est également moins diversifié. Il y a beaucoup de niveaux, alors pas qui se ressemblent, mais déjà qui ont la même musique, ce qui est dommage dans un Medieval, sinon je les ai tous tués. Et dont certains se passent au même lieu, en particulier donc le musée. Vous aurez l'occasion de voir ça assez tôt. Alors le reseller fonctionne comme les gargouilles marchandes. Il propose des services et de l'approvisionnement. L'approvisionnement, c'est essentiellement les munitions pour les armes à feu ou les flèches pour les armes de jet, parce qu'il y a quand même encore l'arbalète, même s'il y a des armes à feu. Et le rechargement du bouclier en or qu'on n'a pas encore. Et de l'épée enchantée qu'on n'a pas encore, et d'un autre truc que vous verrez après ce que c'est. Nous n'achèterons rien au reseller. L'argent est rare dans ce jeu, généralement accessible grâce à des cascades un petit peu compliquées que nous ne tenterons qu'une fois au mieux, parce que fondamentalement ça sert à rien. Nous n'aurons pas besoin de recharger nos armes de jet parce que nous en changerons suffisamment souvent pour que ce soit pas utile. Et nous aurons besoin de beaucoup d'argent pour le boss final pour recharger tout ce qui est défensif. Donc ma stratégie va consister à ne faire aucun backtracking, donc à utiliser les fontaines de vie même si elles ne se rechargent pas quand on retourne à un niveau précédemment visité. Et également à ne rien acheter du tout. Jusqu'à la toute fin. Vous avez vu, c'est le calice. C'est donc bientôt suffisamment pour le remplir. C'est ce à quoi je suis en train de travailler. On va demander le conseil de Winston. Ne vous inquiétez pas, c'est uniquement pour ce niveau, hein, le conseil de Winston. Il y a un calice dans chaque niveau. Il reçoit l'âme des vaincus à mesure des combats. Il faut le remplir pour en prendre possession. Ce qui est un petit peu décevant dans ce jeu, et ça tout le monde en convient, c'est ce qu'on en fait après. Il n'y a plus le hall des héros, et à la place c'est notre chef de mission qui fabrique des armes à l'aide du calice.
Sinon, pour les fontaines de vie, comme dans le premier jeu, elles remplissent l'équivalent de 2 flacons, ce qui fait que là, je ne peux pas les utiliser intégralement, même si je le voulais, en tout cas pas en une fois. Allez, viens par là. Alors, je vous parais un petit peu rigide, c'est parce que Daniel l'est, mais c'est également parce que je dois m'habituer à cette manette. Oh là là. Et que l'épée courte est assez peu précise. Le fait qu'elle soit courte entre beaucoup plus en ligne de compte que dans le premier jeu où son allonge était certes moins importante que celle de l'épée longue, mais pas à ce point-là. Là, c'est vraiment un problème. Alors, non, j'ai oublié de récupérer une chose. Bon, je vous parlais. Parce que vous avez vu ce canon. J'ai récupéré une torche qui va me permettre de l'allumer, mais il y a également, il faut également le charger. Pour ça, il faut ce boulet qui est ici. Voilà. Bon, la caméra n'en fait qu'à sa tête, et en particulier, elle n'aime pas se retrouver dans un mur, ce qui est problématique parce que parfois, notre personnage est très près du mur et aimerait bien sauter en s'éloignant du mur. Ce qui serait d'autant plus pratique si la caméra pouvait être dans le mur et filmer le personnage, mais malheureusement ça ce n'est pas toujours possible. Voilà. La torche peut aussi être utilisée comme une arme pour brûler les ennemis. Ce sera véritablement utile dans la deuxième partie du deuxième niveau, nous n'y sommes pas encore. Nous n'avons plus besoin de tuer les ennemis parce que nous avons le calice des âmes. Ici je vais le faire parce que je veux vous faire lire les livres. Même principe que pour les jeux précédents, ce que je vais faire c'est que je vais juste les ouvrir très brièvement et vous mettez en pause si vous avez envie de les lire, parce que je ne ferai pas perdre du temps à ceux qui les connaissent déjà ou qui n'ont pas envie de les lire. Alors c'est assez marrant, c'est assez marrant. Zarok et Fortesque ne sont pas rangés au même endroit, dans le musée. Alors est-ce que c'est réellement pas le même endroit ou est-ce que c'est juste que le musée est très très grand et que nous regardons en réalité deux sections différentes, deux sous-sections différentes de la même section qui est celle des légendes. Vous avez vu que le musée reprend à son compte la propagande de l'époque de Zarok. À savoir que non seulement Daniel Fortesque l'a battu en tant que chevalier squelette dans le 1, mais également dans la première bataille où en réalité Fortesque a été tué lors de la première volée de flèches. Et où la propagande du roi faisait de lui un héros de guerre qui avait anéanti Zarok. Ce qui est étrange, c'est que cette version des faits est incompatible avec ce qui s'est passé ensuite, à savoir que Zarok est revenu, ce qui n'est possible que dans la mesure où il est vivant. Bon, la propagande officielle prétendait qu'il était mort. L'armée l'avait mis en déroute, mais il était vivant. Alors, le fait que ce soit un nécromancien rend crédible le fait qu'il ait pu mourir 2 fois, mais quand même. Toujours est-il que nous sommes presque à la fin de ce niveau. Alors presque à la fin de ce niveau, il y aura le boss ensuite. Grosse différence avec tout à l'heure, là il ouvre un trou dans le mur par lequel je peux passer. Ça ne sert à rien, ce sera un endroit où nous reviendrons dans la deuxième partie du niveau 2. Je vais quand même y aller pour vous montrer. Ah, vous voyez ce que je veux dire avec la caméra? Pour un jeu où on peut être tué par un poulet, les boss sont étrangement faciles, vous allez voir. Ah, ça va pas là. Qu'est-ce qui m'arrive? Bon, déjà, je vais vous montrer comment c'est par là, dans l'espoir également de trouver une petite fiole de vie. S'il n'y en a pas, il faudra juste que je sois plus précautionneux. De toute façon, dans la salle du boss, il y aura... Je peux pas aller plus haut, ce sera pour plus tard. Vous voyez, ici, il y a des plateformes et il faudra sauter dessus à la deuxième partie du niveau 2. Allez, viens par là. C'est bon, retiens le bon bout. Pfiou. C'est pas passé loin. Comme je vous le disais, le premier niveau est le plus difficile en ceci que qu'on n'a pas de flacon de vie. Et contrairement à ce que nous avons fait dans le premier jeu,
Cette fois-ci, nous allons sauvegarder chaque fois que nous en avons l'occasion. Très bien, Dan. Mais il faut sans doute sauvegarder. Je veux vraiment être sûr que je suis sûr. Alors, oui. Bien joué, Dan. Ne sois pas trop impressionné par ce monstre. Cherche juste son point faible. Il faut parfois savoir prendre de la hauteur, mon ami. Ensuite, je te conduirai à mon patron. Alors oui, ils appellent ça un tyrannosaure, mais en fait c'est parce que c'était un jeu de mots en anglais. Oui, cette porte, on ne passera pas par là tout de suite, ce sera dans un niveau ultérieur. C'est les carcasses de tyrannosaures, ou plutôt les débris de tyrannosaures. Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex. Rex, W-R-E-C-K-S. Les débris en anglais. Alors c'est un protocératops géant entièrement constitué de fémurs. Alors, il faut savoir prendre de la hauteur, c'est-à-dire passer dans la salle supérieure. Et tout de suite, récupérer de la vie grâce à la fontaine de vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous explique ici? Ah, ça c'est pour nous expliquer comment ça va marcher. En fait, il va avoir donc, comme souvent les boss dans les jeux vidéo, une séquence d'attaques pendant lesquelles il est invincible. Et ensuite, il va se rendre vulnérable en faisant quelque chose. Vous allez voir ce que c'est. Bon, ça va. En fait, il va appeler ses copains dinosaures par télépathie. Et ça va le faire découvrir son cerveau. Et pendant cette phase-là, il va être vulnérable. Parce que le cerveau est son point faible. Il a réussi à reconstituer un cerveau à partir de fémurs. Suffit de le frapper 2 fois. Ensuite, il aura une deuxième forme qu'il suffira également de frapper 2 fois d'une certaine façon. Ah vous voyez, il se raidit complètement, on peut courir sur sa queue. C'est juste que... Ah! Voilà. J'aime mieux ça. Bon, j'ai intérêt à prendre en main cette mallette correctement, hein. Parce que sinon, quand nous arriverons à mon niveau de cauchemar qui est les jardins de Q, on risque d'avoir quelques soucis. Bon, sinon c'est bon, je me suis complètement rechargé. Passer nos petits errements du début, ça va à peu près. Oui, je cours continuellement autour de la pièce parce que j'ai pas de raison particulière de faire autrement. Là, c'est bon. Quand il commence à crier comme ça, c'est qu'il va appeler ses copains. Évidemment, on ne voit pas la petite séquence cinématique à chaque fois. Le jeu a l'amabilité de bouger la caméra de façon à ce que ce soit plus facile pour moi à ce moment-là. C'est pas moi qui ai fait ce mouvement de caméra vers la queue. Deuxième forme. Le ptérosaure. À ce sujet, oui, vous avez remarqué qu'il crache du feu, oui, c'est... Selon cette vieille idée comme quoi les dinosaures sont des sortes de dragons. Nous aurons besoin d'utiliser une arme à feu. Si vous avez vu mon premier let's play, vous savez que j'aime pas trop les armes de jet. Dans ce jeu, il sera quand même nécessaire d'en utiliser relativement régulièrement. Alors, c'était déjà le cas dans le premier avec le démon vitrail. Mais là, ce sera plus souvent. Voilà. Là, je me sers de la loupiote pour viser, vous savez. C'est une visée semi-automatique. Malheureusement, le petit dinosaure a réussi à me faire tomber de la corniche. Ce qui est rare, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je fais pas correctement. Je
me rends peut-être pas compte à cause du fait que je joue avec une manette différente et à une distance un peu différente de l'écran par rapport à ce que je suis habitué à faire. Mais bon, là pour ce boss là ça ira, il n'y a aucun souci. C'est juste que c'est de mauvaise augure pour la suite. Le seul problème c'est... Ah voilà, c'est bon. Peut-être que je peux y arriver, malgré des débuts calamiteux, à l'avoir en 2 coups. Voilà, c'est bon. Comme je vous l'avais promis, un flacon de vie. On repasse tout de suite à l'épée. Et si je ne m'abuse, nous n'aurons plus jamais besoin d'utiliser le pistolet. Alors... Non, ah non, c'est parce que j'ai pas pris la bonne porte. Ouh là là. Nous allons rencontrer le substitut du hall des héros et le chef de mission. Qui va nous expliquer un petit peu les choses. Ah, merci Winston, tu l'as finalement trouvé. Enchanté de vous rencontrer, Fortesque. Vous devez être quelque peu dérouté et vous demandez ce qu'il se trame, non? Laissez-moi me présenter. Professeur Hamilton Kift, magicien, inventeur et maîtresse occultisme à votre service. Vous devez vous interroger sur votre présence parmi nous, non? Eh bien, il semblerait que quelqu'un ait finalement mis la main sur le légendaire grimoire de Zarok. Zarok? Oh non! Je dois bien avouer que depuis plusieurs siècles, nombreux sont ceux qui, comme moi, ont recherché ce manuscrit. Tout ce pouvoir, mon Dieu. Enfin, l'année passée, quelques fragments de ce grimoire ont réapparu. Et voici où nous en sommes. Nous devons tout d'abord estimer l'ampleur des dégâts, non? Pour ma part, je suis coincé dans ce damné trou à rats et je suis impuissant. Mettons d'abord cet endroit en bon ordre avant de nous lancer dans notre petite grille. Winston s'est-il expliqué au sujet de la magie? Bien, bien. C'est donc à vous de jouer. Choisissez l'endroit dans lequel vous désirez vous rendre à l'aide de ce projecteur. Oh, j'allais oublier. Si vous ramenez un calice de vos expéditions, vous trouverez une nouvelle arme sur cette table. Winston qui fait l'hôtesse de l'air, avec les gestes et tout. Une canne, monseigneur. Le chevalier moderne ne sort plus sans elle. Et voilà, c'est juste ça. Pas très folichon, hein. Et ce système de projecteur est moins folichon que la carte de Galomer. Mais au moins on peut faire ça. Bon, c'est marrant 2 minutes, mais au bout d'un moment, on s'en lasse. Attendez un instant, est-ce qu'il n'y avait pas un livre derrière lui? Non, pas encore. Il y aura un livre plus tard, ce qui est assez logique d'ailleurs. Voilà. Alors, briefing de mission. Pour autant que je sache, voici l'épicentre de l'explosion. Fortesque, il vous faut amasser autant de magie que possible et tenter de découvrir qui se cache derrière cette terrible machination. Alors vous allez voir que tout ça, ça va être pour re-rentrer dans le musée. Ce niveau comporte un ennemi assez chiant qui est le nécromancien et qui fonctionne un peu comme les pirates du premier jeu. C'est-à-dire qu'il y a des petits zombies qui n'ont pas d'âme et un nécromancien qui les ranime qui a une âme mais qui n'est vulnérable que quand les autres sont morts. Vous voyez, il est fantomatique le reste du temps et pour ressusciter ses copains, il se rend matériel. Par contre, il a beau être fantomatique, il peut quand même faire mal. Et il fait mal avec sa canne. Notre canne à nous est complètement inutile, c'est pour ça que je ne l'utilise pas. Ah merde. Où est-il? C'est bon, je l'ai eu quand même. Alors,
Le bon chemin c'est par là. Ici c'est pour le calice, nous allons par là. Nous devons récupérer des preuves. Alors, je trouve que l'ordre dans lequel nous les récupérons est un petit peu bizarre. Et que on voit mal en quoi elles prouvent quoi que ce soit. C'est juste Winston qui va nous dire que c'est des preuves et que voilà. Mais au final, vous verrez plus tard dans le jeu que ça n'avait aucune importance. Le scénario de ce jeu-là est un petit peu décousu, vous constaterez à l'usage. Où est-il ? Voilà. Nous allons devoir récupérer la clé d'un entrepôt dans laquelle nous allons trouver la clé d'un hôtel particulier, qui est celui du méchant qu'on a vu dans la cinématique. Et dans cet hôtel particulier, nous trouverons un effet personnel du méchant qui indiquera que c'est lui, ce qui est assez normal de trouver un de ses effets personnels chez lui. Certains éléments peuvent être poussés ou tirés. Place-toi à côté d'un objet et maintiens la touche action enfoncée. Utilise ensuite les touches directionnelles pour le déplacer. Cette mécanique de jeu est moins maîtrisée que dans Soul River où on peut vraiment pousser les blocs dans toutes les directions. Là c'est uniquement pousser et tirer. Vous voyez, je suis obligé de me mettre là, je peux pas lui faire un pas chassé quoi si vous voulez. Voilà. La caméra bouge toute seule, hein, c'est absolument pas moi qui l'a fait bouger comme ça. Je peux en contrôler le mouvement, mais il faudrait appuyer sur R1 et R2. Et simultanément avec les touches directionnelles, c'est pas très facile. Ok, donc c'est par là qu'il faut aller. Pour aller dans le fameux entrepôt, nous allons de nouveau croiser un nécromancien. Avec les nécromanciens, ce niveau rappelle celui des pirates, mais sinon c'est plus... il rappelle plus la cité endormie. Même s'il n'y a pas de civils à épargner. Les civils à épargner, ce sera dans les jardins de cul. N'en faites pas, il y a une fontaine de vie pas loin. Oula. Voilà. Bon, bien évidemment, ça n'a absolument aucune importance d'utiliser la fontaine maintenant ou plus tard. On peut pas l'utiliser à perte si vous voulez. On peut pas l'utiliser alors qu'on a déjà toute notre vie remplie. Alors, dans l'entrepôt, nous allons faire connaissance avec les autres ennemis de cette section du jeu qui sont les chacals. Non, on dit pas les chacos. En théorie, nous n'aurions pas besoin de les tuer parce qu'il y a suffisamment de zombies pour remplir le calice. Mais nous allons quand même le faire, juste parce que la configuration du lieu s'y prête. Il y a toujours ça du premier jeu, hein, les coffres à pièges. Ah bon. Les chacals sont un peu l'inverse des nécromanciens, et ils sont invincibles pendant qu'ils attaquent, mais totalement vulnérables le reste du temps. Alors par contre, au cas où nous devrions galérer, nous allons préparer notre sortie en poussant cette caisse sur la rampe qui est là-bas, parce que c'est comme ça qu'on va sortir de ce bâtiment. Vous voyez qu'on ne peut pas ressauter ici. Voilà, parfait.
Les objets dans ce jeu sont plus petits que ceux du prédécesseur, ce qui fait que des fois, on contourne les objets sans les... Voilà, là il va attaquer, il va devenir invincible. Dans une courte période. Et sur ce point diagonale, c'est bon. On n'a pas de problème. C'est bon, je les ai tués. Ils sont beaucoup moins forts qu'ils en ont l'air. Ah. Par contre, les sauts sont toujours aussi difficiles qu'ils en ont l'air avec cette caméra qui bouge tout le temps. Voilà. C'est parfait. Maintenant, on peut royalement ignorer les zombies. On va même aller chercher le calice tout de suite. La façon de le récupérer est assez marrante dans ce niveau. Ah, au fait, je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez reconnu le musée, tel qu'on le voyait dans le carton du niveau précédent. Ah, ça c'est le musée. Voilà, pour le calice, c'est par là. Vous allez voir, on va redescendre par l'endroit qu'on voyait tout à l'heure. Vous voyez ces rails de chemin de fer? C'est parce que le petit train de Zarok circule dessus. C'est l'heure dont nous n'avons pas besoin. Quand le calice n'est pas plein, donc qu'il est immatériel, le train ne s'arrête pas. Maintenant il est plein, donc le train s'arrête. Rapport de cause à effet. Voilà. La deuxième arme, qui sera le marteau, sera beaucoup plus utile que la première qui était la canne et dont je ne me sers pas. La canne, je vais vous montrer un petit peu quand même. Ah. Vous voyez là? Ah. Oui, c'est facile de perdre des points de vie avec une chute. Par contre, c'est difficile de convaincre Daniel qu'il y a une échelle. Voilà, le fameux hôtel particulier. Voilà, je vous montre la canne un petit peu, regardez. Donc ça, c'est l'attaque rapide, qui est très peu précise, donc qui ne sert à rien. Et ça, c'est l'attaque chargée, qui est également très peu précise, donc qui ne sert pas beaucoup non plus. C'est bien ici que le sort a été lancé. Recherche des indices, puis dirige-toi vers le musée. Il s'y passe de drôles de choses. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de trouver des indices? Si on sait que c'est depuis ici que ça a été lancé, on sait qui est le responsable, c'est-à-dire le propriétaire ou le locataire de cette maison. Enfin bon. Vous voyez ces gargouilles qui s'animaient dans la cinématique de début? Eh bien, étrangement, nous n'allons pas les affronter, elles ne vont pas s'animer. Voilà. C'est juste que la porte de l'hôtel particulier va s'ouvrir, pour nous permettre de sortir maintenant qu'on a trouvé l'indice. Et nous allons retourner au musée. C'est là que nous allons visiter l'autre pièce qu'on voyait tout à l'heure. Vous voyez cette chose? C'est un boss qu'on affrontera qui s'appelle le cogneur. Ça d'ailleurs, ce sont des pièces du fameux cogneur. Car ce sera un zombie façon monstre de Frankenstein, constitué de différentes parties du corps de défunt. Voilà, on s'en fout des ennemis. On va recharger les 50 points de vie qui nous manquent. Voilà. Fait toujours ce truc absurde. En parlant du 1, il a toujours la même voix que dans le 1 pour faire ça. Mais par contre, vous avez vu comment était sa voix en VF maintenant. Bon. La VF est pas terrible dans ce jeu. Wow, maître, content du butin. Oh. Oui, mais hélas, nous ne pouvons pas entrer dans cette tombe. Nous reviendrons plus tard. Vous reconnaissez les deux hommes de main du méchant qu'on voyait dans la cinématique du début. De même que le méchant a été transformé en une espèce de démon rouge, ces deux-là ont été transformés en homme-chien et en homme-serpent. Oui, on dirait un lézard, mais Daniel va le décrire comme un serpent, vous verrez. Voilà, Winston va nous expliquer que si on n'a pas le calice, il faut pas quitter le niveau. Vérifie que tu possèdes le calice, Dan, car tu ne pourras pas revenir en arrière une fois cette porte franchie. Et on enchaîne directement avec des sauts un peu compliqués. Et des chacals. Si on rate le saut, c'est pas grave, on va perdre un flacon de vie et on va pas en faire un fromage. Vous voyez, c'est l'endroit de tout à l'heure. Très bien, Dan. Mais il faut sans doute sauvegarder. Donc oui, on le fait.
Alors, le problème, comme toujours, va être celui de la caméra. Est-ce que si je vais par là... Non, c'est bon. Parce que des fois, on pense qu'on va pouvoir garder la caméra dans une direction, et finalement, non. Voilà. Alors c'est le musée, mais avec la musique de Kensington. Ce sera la seule fois que ce genre de choses se produit. D'habitude, quand on sera dans un endroit, on aura la musique de cet endroit. Quand on retournera au musée, on aura la musique du musée. Ah bah j'ai réussi. Voilà. Maintenant, les chacals. Je vais me mettre là, parce que celui-ci va rester immobile un moment avant de se mettre à sauter, et que ça va me permettre de le tuer. Je dois les tuer parce que la porte ne s'ouvrira pas tant que je les aurai pas tués. Et ce, même s'il n'y a pas de calice dans cette deuxième partie du niveau. Il n'y a jamais de calice dans les deuxièmes parties de niveau, sauf dans celui de la machine à voyager dans le temps, où le calice se situe en fait dans la dernière partie du niveau, et où on le récupère automatiquement. Je me laisse toucher parce que c'est la meilleure stratégie là, ici. Enfin... Bon. Faut le dire vite. C'est juste que me laisser toucher me permet d'avoir un angle d'attaque appréciable pour les toucher eux. Alors là, vous voyez, c'était le niveau précédent. Là, c'était le niveau précédent. Et là, c'est la suite de ce niveau, où il y aura quelques chacals que je vais faire brûler grâce à la torche, donc qui sont un non-problème. Voilà, vous entendez la fontaine de vie. Elle est ici. Il y a beaucoup de fontaines de vie, c'est juste qu'elles ne se rechargent pas. Et comme on ne fait pas de backtracking, ce n'est pas grave. Ah, vous voyez, ça c'est... Je vous expliquerai. Voilà. Ah, faut juste que je fasse ça, voilà. Où est-il? Ah, là, il est là. Bon, je vais me recharger parce que j'ai pas été très prudent sur ce coup-là. La torche est indestructible, hein, c'est pas comme la massue du premier jeu, d'ailleurs il n'y a pas de massue dans ce jeu-là. Elle est indestructible, c'est juste qu'elle finit par s'éteindre. Alors vous voyez ce petit trou, en fait c'est pour passer avec les mains de zombies, quand Daniel pourra mettre sa tête dessus. C'est pour accéder à une zone secrète qui ne contient que des fontaines de vie et de l'argent. Enfin ici je sais pas s'il y a une fontaine de vie, en tout cas de l'argent c'est sûr, il y a toujours de l'argent. Des fois il y a des fontaines de vie, mais il n'y a jamais autre chose que ça. L'argent repousse à chaque fois qu'on fait le niveau. Les seules choses qui ne repoussent pas, ce sont les flacons de vie. Et c'est tout. Les calices repoussent en fait, mais récupérer 2 fois le calice d'un même niveau, ça fait juste qu'on gagne du pognon à la fin. Ce qui fait que pour accéder à ces zones secrètes, il faudrait faire du backtracking. Nous ne le ferons pas parce que ça n'a pas d'intérêt. Éventuellement, je ferai un addendum à la fin de la vidéo où on verra, où je vous montrerai donc ces différentes zones secrètes. Il y en a dans 6 niveaux différents. Mais elles n'ont pas d'intérêt en tant que telles. La complétion à 100% du jeu ne requiert pas de faire ce backtracking puisque c'est juste du pognon. Ce que nous allons faire en revanche, c'est récupérer tous les calices et tous les flacons de vie. Il y en a 11. 10 calices et 11 flacons de vie. Voilà. Quand j'étais petit, je galérais à cet endroit-là parce que j'étais un peu bêtard. Je n'avais pas compris qu'on pouvait tirer les objets. Winston le disait dans le niveau précédent, mais j'avais laissé passer du temps entre le niveau précédent et ce niveau-là, et j'avais oublié qu'on pouvait faire autre chose que pousser les objets. Ce qui fait que ces blocs qui sont complètement contre la corniche, je savais pas quoi en faire puisque je savais pas qu'on pouvait les tirer, et on peut pas les pousser. Parce qu'ils sont... ils sont bloqués là, vous voyez, par ces espèces de rails. Et quand bien même ils ne le seraient pas, c'est impossible de les éloigner d'un mur en... Alors, ils sont quand même bloqués, mais quand bien même ils ne le seraient pas, c'est impossible de les éloigner d'un mur, donc... Ouais, non, c'est pas comme ça. Que je vous explique un peu quand même. Là, ce dont il va s'agir, c'est de récupérer 3 artefacts égyptiens pour libérer une momie. On voit plus rien. Je suis quand même à peu près où j'étais. Voilà. C'est juste qu'il faut que je repousse le
Petit bloc ici. Et donc derrière certaines piles de blocs, on trouve des chacals. Alors tablette d'Horus, en réalité la statue correspond plutôt à Thoth, vous allez voir. Horus étant un dieu faucon et Thoth un dieu ibis. C'est pas difficile quand on sait qu'on peut tirer les blocs, c'est juste fastidieux. Ah, c'est bon. J'avais juste la dernière étincelle nécessaire à faire ça. Voilà, alors c'est pas instantané, hein, comme vous pouvez le voir. On est presque au bout. Et après ça, on va rencontrer un autre personnage secondaire de ce jeu qui va être le prétexte à une digression au deuxième tiers du jeu environ. D'accord. J'y vois rien, donc je vais devoir rallumer la torche. Oh. Allez. 1, 2, et c'est parti. Bon, on s'en fout. C'est un chacal, mais il pourra pas nous suivre ici. Alors, voyons voir. Première statue, celle de Sekhmet. Deuxième statue, celle d'Anubis. Et troisième statue que l'on ne verra pas. Vous allez constater quand elle s'allumera que c'est celle de Thoth et non pas d'Horus. Enfin, vous voyez même la forme du bec, c'est évident que c'est Thoth. Bon, on le voit pas bien, mais on a vu très brièvement la forme du bec et on a vu que c'était Thoth. Alors donc deuxième calice, le marteau de Thor. Voici le marteau de Thor. Vous allez faire un malheur avec lui. Alors, avant d'aller lui parler, on va lire le livre qui est apparu. Ah, il n'est pas encore apparu. Ce sera au niveau suivant. Fortesque, vous avez réussi, bravo. L'énergie que vous avez accumulée nous a bien servi. Mais je vois que vous n'êtes pas revenu les mains vides. Je n'aime guère les chiens errants, mais quand ils sont aussi mignons que celui-ci, je ne peux m'empêcher de... Décrophile. Désolé, vraiment désolé. Vous affirmiez avoir trouvé d'autres choses intéressantes? Un quoi? Un serpent. Oh, un chien avec une fusée. J'ai trouvé ça aussi. Intéressant. Je vais l'analyser et voir ce que je peux en faire. Sœur Dan, veuillez avoir l'amabilité de me rapporter un peu plus de jus de zombie. Ce plan était totalement nécessaire. Et Fortesque est comme Scooby-Doo dans Quoi de neuf Scooby-Doo. Des fois on le comprend, des fois on ne le comprend pas. Et il doit mimer. La galerie des monstres. Elle contient quelques beaux spécimens. Dieu seul sait ce qui va se passer maintenant. Glissez-vous par derrière pour ne pas être aperçu.
Oui, il nous explique absolument pas pourquoi on va là.